qui portent sur les outils mathématiques. Et ce premier chapitre, on va le décliner par la suite, dans le chapitre 3, 4, 5, 6 et 7, sous forme d'aspects pratiques. On va étudier les torseurs qui sont utilisés en physique, à savoir, chapitre 3, le torseur des forces extérieures, le torseur cinématique, cinétique et dynamique. Les 4 torseurs que vous allez utiliser cette année et plus tard aussi dans vos études. 3e, 4e et 5e. Donc, le TD numéro 1, il a porté sur le centre d'inertie au barycentre. Donc, vous avez fait le TD numéro 1. Et les 3 autres TD qui vont suivre, ils vont porter sur les torseurs, essentiellement, sur le calcul vectoriel et les torseurs. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait ce choix-là de d'abord commencer par des rappels de ce que nous avons fait l'année dernière ensemble et de considérer, avant d'aller vers le solide, qui a un volume, de considérer un ensemble de points matériels, donc des systèmes de points matériels. Nous avons défini le centre d'inertie pour les points matériels et pour le solide, ce que vous avez fait en TD, et je vous ai montré que tout simplement, lorsqu'on a des points matériels, c'est un sigma, et lorsque c'est un système continu, c'est une intégrale, soit double, triple. Alors maintenant, nous allons continuer avec, comme je viens de vous le dire, décliner cette notion de torseur, d'abord pour les points matériels. Et après, on va passer au solide, ça veut dire un objet qui a un volume non nul et qu'on va étudier par la suite. Voilà, alors les 2 livres, c'est ces 2 que vous voyez ici, plus d'autres, mais essentiellement, c'est ces 2-là. Et donc, parfois, j'aborde des notions, comme on va voir tout de suite, qui sont dans ce livre-là, dans ce livre ici, celui-là. Et alors que, je me suis rendu compte après que il y a des précisions parfois qui rajoutent des notions qui ne sont pas utilisées par la suite. Alors, je vais vous dire de quoi je parle. C'est ce qu'on a vu ensemble la dernière fois. C'est le dernier point qu'on a abordé, c'est celui-là. Donc, si vous regardez le livre dont je viens parler, celui-là, il y a cette relation-là, cette relation ici. Et dans ce livre, il distingue le centre d'inertie de centre de gravité. Alors, effectivement, il y a une distinction, ce n'est pas du tout la même chose. Et déjà, cette relation qui est donnée dans ce livre-là, il est tiré d'une autre relation précise, et là, il est déjà approché. Et je me suis rendu compte que dans les TD, dans tout ce que vous allez faire en première, deuxième, quatrième année, jusqu'à la fin de vos études, vous n'avez pas du tout abordé cette différence entre ce qui est centre de gravité et ce qui est centre d'inertie. Donc, le centre d'inertie, on l'a vu ce que c'est, vous avez vu comment il est défini, et le centre de gravité, lui, il est défini par cette relation-là. Donc, c'est le point C, tel qu'on a pour un solide donné de volume V, en chaque point M, on a cette relation-là qui définit le centre de gravité. Alors, une fois qu'on a écrit ça, juste après, on montre que, si j'utilise cette relation-là, que si la gravité est uniforme et constante, si je fais l'approximation que G est constant, je montre que le centre de gravité et le centre d'inertie G, c'est la même chose. Cette relation-là est égale à celle-là, et donc c'est égal à G. Alors, ce que je dis, je ne vais pas détailler plus que ça, parce que celle-là, si je veux la détailler, il faut que je revienne à l'origine. Cette relation-là est déjà une relation approchée de l'origine, ça va me prendre un quart d'heure. Je me suis rendu compte en regardant tous les programmes qui se font un peu partout, en général, on confond le centre de gravité et le centre d'inertie. Pourquoi? Parce qu'on se place dans l'approximation de G, l'accélération de la pesanteur constante. Alors, c'est justifié. Pourquoi? Parce que G, si je suis à la surface de la Terre, c'est tout simplement la constante G, c'est la constante gravitation universelle. Si j'ai la Terre, je fais là, j'ai la caméra à côté, mais je ne vais pas l'utiliser. Là, c'est la Terre. Si j'ai un point M ici, le vecteur U ici, l'attraction par la Terre, le vecteur G, on a déjà défini ça ensemble, vous le savez maintenant, c'est égal à G, la constante de gravitation, fois la masse de la Terre qui divise la distance au carré. Alors, petit r, pardon.
petit r au carré, la distance, sa distance-là. C'est du centre de la Terre jusqu'au point considéré. Je crois que je vais utiliser tablette parce que j'écris mal. Donc, en fait, le rayon de la Terre, c'est 6400 km. Donc, si je suis à quelques mètres ici, vous voyez bien que G, si je fais 6400 km plus quelques mètres, G ne varie absolument pas. On a une variation de l'ordre de 10 moins 6, quelque chose comme ça. Donc, finalement, le fait de considérer que G est constant quand je suis à la surface de la Terre, et nous, ce qu'on va étudier, c'est tout ce qui est mouvement autour de la surface de la Terre et les objets qui ne sont pas loin de la Terre, ou alors qui ont des dimensions qui ont quelques mètres, donc sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres, même centaines de mètres, je peux considérer que G est constant, c'est justifié. Si j'ai un objet qui fait 10 km, 20 ou 30 km, là peut-être que ça va varier un peu, mais tant que G est uniforme, je peux considérer qu'effectivement, le centre d'inertie, chose, donc dans les TD, dans tous les exercices que vous avez trouvés, cette distinction n'est pas du tout abordée. Donc je crois que je vais, j'ai encore un peu de temps, soit je la détaille plus l'année prochaine, soit je dis que c'est ce que je viens de vous dire, ça veut dire que dans le cas où on a une constante, le vecteur, le champ de pesanteur G qui est uniforme, ben, c'est la même chose. Et donc, dans tous les livres que vous allez utiliser, les exercices TD et autres, en général, on n'en parle même pas. Donc, sauf dans ce livre-là, c'est pour ça que j'en parle ici. Mais même dans ce livre dont je viens de vous parler, alors j'efface. Alors, j'en parle parce que vous avez rencontré, vous avez posé des questions, donc j'en parle. Donc, si vous travaillez sur celui-là, vous allez trouver cette relation-là. Bon, ce qui est important, c'est que lorsque G est uniforme, c'est la même chose. Et dans la mesure où on travaille avec des objets qui font quelques mètres, quelques dizaines de mètres, qui sont de mètres, sur toute la longueur de l'objet, G est pratiquement uniforme. Donc, on va confondre, on va dire que c'est la même chose, même si c'est le principe, ce n'est pas la même chose. Mathématiquement, on dirait que ce n'est pas la même chose. Mais dans la pratique, si on fait cette approximation-là, c'est même parfois, c'est difficilement, même la mesure, on est dans l'erreur de la mesure. Ce n'est pas gênant qu'on utilise qu'on confond les deux. Il y a des questions, je crois. Nous, on peut utiliser cette approximation. Oui, nous, on peut utiliser cette approximation. Ce que je viens de vous dire. Si je veux rester rigoureux mathématiquement, rigoureux, je peux détailler ça un quart d'heure. Cette relation-là qui est dans le livre dont je vous parle, c'est une relation approchée déjà. Il faut que je revienne à l'origine pour vous montrer que celle-là, ce n'est pas tout à fait ça. Et ça aussi, c'est déjà une approximation pour l'établir. Donc, un quart d'heure pour vous montrer que mathématiquement, c'est différent, mais dans la pratique, G est uniforme et on peut considérer que c'est la même chose. Lorsqu'on parle de centre d'inertie au centre de gravité, on dit que c'est la même chose, même si sur le principe, sur le concept, ce n'est pas la même chose. Mais dans la mesure où la différence pratique mesurée, si on veut la mesurer, elle est tellement faible qu'on n'arriverait pas à la mesurer. Donc, quand on veut calculer le centre de gravité, c'est le centre d'inertie, c'est la même chose. Voilà, donc dans les TD, dans tout ce que vous allez faire, vous allez considérer que c'est la même chose. Et pour le plaisir, peut-être que, je sais pas, si j'ai le temps, l'année prochaine, je prendrai un quart d'heure pour vous montrer la différence et vous dire pourquoi. Mais dans la pratique, ça n'a pas d'effet. Donc, autant rester pratique et dire que c'est la même chose. Donc, voilà. Je ne vais pas détailler plus parce que je pense que ça ne va pas vous aider dans vos TD. Mais bon, gardez au fond de votre tête que mathématiquement, rigoureusement, ce n'est pas la même chose. Mais dans la pratique, c'est la même chose. Il y a une petite différence telle que c'est à peine mesurable, voire même pas mesurable, qu'on considère que c'est la même chose. Donc voilà ce que je voulais dire. Et j'ai décidé de ne pas détailler plus ce point-là, parce que j'ai peur de rajouter des notions qui ne vont pas servir. Alors, maintenant, vous avez fait un premier TD sur cette relation-là. Vous avez fait des intégrales. Alors, les intégrales, comme vous avez vu sur le TD, on les a simplifiées. On ne vous a pas fait des intégrales triples. On a fait en sorte que vous fassiez des intégrales simples. Normalement, il faut faire des intégrales triples. C'est à vous de décomposer votre élément de volume et tout ça. On ne donne pas tous ces détails-là, mais bon. C'est pour vous montrer que ce que vous avez fait l'intégrale simple, en réalité, c'est l'intégrale triple. Mais on a déjà fait deux intégrales pour vous simplifier le problème. Donc,
pour cette notion de centre d'inertie ou de gravité qu'on va confondre, on va dire maintenant c'est la même chose. D'accord? Donc, le centre d'inertie G, si j'ai deux solides, un solide de masse M1, centre d'inertie G1, et un solide de masse M2, centre d'inertie G2, bah, le centre d'inertie des deux solides, bah, c'est tout simplement M1 plus M2, c'est G, tel que la somme des masses est égale à M1 au G1 plus M2. En fait, tout ce que je fais, j'applique ça. Si G2, c'est M1 au G1 plus M2 au G2 divisé par la masse totale. Donc, la masse totale, c'est M1 plus M2. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle l'associativité. Si vous avez deux corps, bah, si vous avez les centres de gravité, vous voyez, ou d'inertie, vous voyez que je confonds déjà. Le centre d'inertie des deux solides, bah, le centre d'inertie de l'ensemble des deux solides, c'est G, tel que cette relation-là qui vient, qui n'est plus ou moins que c'est. Voilà, donc en fait, si ça vous l'appliquez direct, vous n'avez pas à le démontrer, je vous le donne. Et, si vous avez deux solides, vous connaissez leur centre d'inertie. Bah, le centre d'inertie des deux solides, bah, c'est la masse totale fois OG, qui est égale à la masse fois OG1 plus masse. Donc voilà pour le centre d'inertie. Il y a un TD, je pense qu'il n'y a pas de difficulté avec cette notion de centre d'inertie qu'on confond, je vous dis, et c'est justifié avec le centre de gravité. Donc maintenant, bah, on va utiliser cette notion de centre de gravité au centre d'inertie. Et on va utiliser par la suite dans tout ce qu'on va faire. Dans tout ce qu'on va faire, dans tous les chapitres, bah, lorsqu'on va parler de solide, on va toujours s'intéresser à son centre d'inertie ou à son centre de gravité. Et on va appliquer nos théorèmes et nos relations mathématiques pour étudier le mouvement. Parce que la mécanique du solide, au final, l'objectif final, c'est d'étudier le mouvement d'un solide. On a fait l'année dernière ensemble le point matériel. Alors, je vous ai dit la différence entre l'année dernière et cette année, c'est que cette année, un solide, donc c'est un volume donc il peut tourner autour d'un point, qui peut appartenir au solide, pourquoi pas. Donc, il y a une énergie de rotation. Alors que le point matériel, dans la mesure où il n'a pas de volume, bah, l'énergie de rotation est égale à zéro. Donc voilà, c'est la différence essentielle entre ce qu'on a fait l'année dernière et cette année. Alors, pour arriver de manière progressive, ce qu'on va faire, bah, on va rappeler ce qu'on a fait l'année dernière. Ça va rappeler les choses, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un copier-coller du cours qu'on a fait ensemble l'année dernière. Et tout simplement, bah, j'ai un repère que on a appelé absolu l'année dernière, un repère fixe ici. Et j'ai un autre repère que j'appelle R', et bon, qui est soit en déplacement, en rotation, peu importe, qui n'est pas fixe par rapport à celui-là. Et donc, j'ai un point M dans l'espace. Le point M dans l'espace, je peux le repérer par rapport au repère absolu, fixe, ou alors par rapport à un repère R' que j'appelle R. Donc, si on écrit la relation de Charles OM, OM, le vecteur OM, c'est O' plus O' de M. Et là, ce qu'on a fait l'année dernière ensemble, ce que nous avons fait, c'est que nous avons OM, c'est le vecteur position. Et si je dérive OM dans R, ça veut dire, en considérant que celui-là est fixe, c'est ce que je fais ici, si je dérive dans R, ça, c'est tout simplement la vitesse du point M dans R, c'est ce qu'on appelait la vitesse absolue. Donc, quand on a dérivé tout ça, l'année dernière, nous avons trouvé que cette vitesse absolue dans le repère absolu, c'est une vitesse d'entraînement qu'on appelait VE, plus une vitesse relative. Alors, qu'est-ce que la vitesse relative? La vitesse relative, c'est la vitesse du point M dans R'. C'est-à-dire, en fait, je considère que le mouvement de M dans R', je considère que R' est fixe. Et je regarde le mouvement de M. Donc, c'est la vitesse relative. Et la vitesse d'entraînement, il y a deux parties. Il y a une partie qui est la vitesse dans R du centre du repère R', plus un terme qui s'écrit là, et que nous avons écrit ensemble ici en utilisant la loi de Bohr de l'année dernière. On a fait tout ça ensemble. Et finalement, la vitesse d'entraînement, c'est tout simplement la vitesse de point O' dans R plus vecteur rotation, parce qu'on suppose que ce repère R' il peut faire une rotation, pourquoi pas? S'il n'en a pas, c'est nul. S'il ne fait pas de rotation, bah, c'est zéro. Vecteur rotation de R' par rapport à R, vectoriel O'M. Et au final, nous avons la relation que la vitesse absolue
du point M dans le repère fixe R, c'est égal à la vitesse d'entraînement que vous avez ici, plus la vitesse relative, ça veut dire la vitesse du point M dans R'. Donc ça, c'est ce que nous avons fait la dernière. C'est ce que nous avons appelé la loi de composition des vitesses ou loi de transformation des vitesses. Donc nous avons fait la loi de transformation des vitesses et nous avons aussi étudié la loi de transformation des accélérations. C'était le programme l'année dernière. Et donc, ce slide qui est là, c'est un slide du cours de l'année dernière. Alors, le cas particulier, c'est lorsqu'il n'y a pas de rotation de ce R'. C'est-à-dire, en fait, il est uniquement translation. Dans ce cas-là, le vecteur rotation est nul. Et tout simplement, la vitesse d'entraînement, elle se réduit à la vitesse du point O' par rapport à O dans le repère R. Donc, la vitesse de station, c'est-à-dire que la vitesse est nulle. La vitesse d'entraînement, c'est tout simplement la vitesse absolue de O' R. La vitesse relative, c'est la vitesse de M dans R', c'est-à-dire en fait, on considère que R' est fixe. Donc voilà quelques rappels du cours de l'année dernière. Bien, allons-y maintenant, on ne va pas rester sur un point matériel. Avant d'arriver au solide, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à plusieurs points matériels. Mais avant, je définis ce qu'on appelle un référentiel barycentrique. Je le définis ici et je le réutilise à la fin du cours. Dans une demi-heure, je vais utiliser cette fonction. Vous voyez maintenant, ça y est, je commence à prendre un solide ici, par exemple, ce que vous voyez là. J'ai un repère fixe en bleu, le R, et j'ai le R'. Alors, cette fois-ci, le R', ce n'est pas comme celui de tout à l'heure. C'est différent, c'est pour ça que j'en parle ici. Je l'appelle d'ailleurs R barycentrique, ce R' en rouge. Dans le centre du repère, c'est le centre de gravité, le centre d'inertie. Vous voyez, là, on peut confondre. Dorénavant, je vais confondre moi aussi. Donc, c'est le centre d'inertie, et je considère que ce centre de gravité, c'est la même chose. C'est G, et je considère que les trois vecteurs de ce repère, ils restent toujours parallèles. K' est parallèle à K, G' est parallèle à G. Donc, ce repère-là, vous voyez qu'il reste toujours, les vecteurs restent parallèles aux autres. Autant G, il va changer, si le solide se déplace, G va se déplacer, mais les vecteurs restent, ne tournent pas, restent exactement comme ceux du repère absolu. Donc, c'est ce référentiel-là, celui-là que vous voyez en rouge, avec le centre, le O' cette fois-ci, c'est G, mais les vecteurs sont, je répète encore, parallèles au repère. Ce que j'ai mis ici, par exemple, si j'ai un solide, celui-là là, qui se déplace sur une courbe, comme ça, j'ai la vitesse du centre de gravité ici, G, le centre d'inertie. Donc je mets en rouge, il y a toujours la tangente à la courbe, au mouvement du solide. Et le référentiel barycentrique, le centre, le O', c'est G toujours, mais les vecteurs du repère, ils sont toujours parallèles aux vecteurs, de la base du repère absolu. Donc, j'applique ce que je viens de vous dire ici, juste avant. Dans le cas où il n'y a pas de rotation, ce qui est notre cas ici, il n'y a pas de rotation de R', on a juste une translation. Là, nous avons tout simplement la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de O'. Donc, la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de G. O', c'est G. Et donc, la vitesse absolue d'un point M du solide, point M, il est là. La vitesse absolue de ce point-là, c'est tout simplement la vitesse de G plus la vitesse de ce point-là dans le repère barycentrique. En fait, j'ai appliqué ce qu'on a fait ici. La vitesse absolue, c'est la vitesse d'entraînement. Cette fois-ci, c'est uniquement la vitesse de G, plus la vitesse du point M dans le repère barycentrique. Donc, la vitesse du point M, c'est la vitesse relative au repère barycentrique, plus la vitesse du centre de gravité G. Alors, je vous ai donné, et si on a un solide avec un volume, c'est plutôt l'intégrale, comme vous avez vu dans les miroirs. D'accord ? Donc voilà, donc cette notion de référentiel barycentrique, c'est ce qu'elle va nous servir dans les théorèmes qu'on va faire dans une demi-heure. Donc on va travailler dans les... pas toujours, il y a des cas où on va travailler dans un référentiel barycentrique, il y a d'autres cas où on va travailler dans un repère quelconque, pas forcément barycentrique. Donc en fonction des problèmes physiques,
on ne va pas toujours travailler dans le même référentiel. Donc, sachez que ce que c'est qu'un réseau barycentrique, et surtout ce dont j'ai besoin, c'est ça. Cette petite relation qui est là. J'ai besoin de ça pour la suite. Alors maintenant, voilà. Donc, je vais oublier pour quelque temps ça, et je vais revenir, comme je vous dis, dans un quart d'heure, une demi-heure. Donc maintenant, je l'oublie. Et je reviens au premier cours, ça. Et je le décline. Je décline sous des exemples physiques, on va voir. Mais ces exemples physiques, ça va être toujours considéré des points matériels. Je ne vais pas encore attaquer le solide. Donc, je commence d'abord par le point matériel. Donc ça, on en a parlé. Ça, je vous en ai parlé. J'ai oublié l'eau pour le moment. Je vais revenir. Et maintenant, allons-y. Alors, un torseur, comme vous le savez maintenant, vous avez fait un TD numéro 2. Là, c'est une résultante. Une résultante de quoi? Une résultante d'un système vectoriel de vecteurs libres. Et un moment, donc c'est une résultante, et le moment par rapport à un point O de tous les vecteurs libres. Donc le vecteur libre ici, ça va être la quantité de mouvement. La résultante, c'est la somme de toutes les quantités de mouvement. Donc le vecteur libre, c'est la quantité de mouvement. Et la résultante, c'est tout simplement la somme de ces vecteurs-là. Ce vecteur, la quantité de mouvement. La résultante, je la note par un P majuscule pour dire que c'est la somme de toutes les quantités de mouvement pour chaque point matériel. Parce que là, les I, je suppose que j'ai plusieurs points, un système formé de plusieurs points de masse MI. En fait, je considère plusieurs points, un système de points matériels, comme c'est noté. C'est un système discret. Pour le moment, je ne considère pas un système continu. Donc, ce que j'appelle la résultante cinétique, c'est la somme des quantités de mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une quantité de mouvement? C'est tout simplement la masse du point matériel fois la vitesse du point matériel. C'est M et VI. Voilà, c'est tout. C'est la définition. Donc, vous voyez maintenant, j'ai la résultante. Bien. Alors, comment je peux écrire cette résultante-là? Cette résultante que j'appelle la résultante cinétique lorsque le vecteur libre est la quantité de mouvement. Bon, je vais la réécrire, la même, je la réécris ici devant vous. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais écrire la vitesse de la masse MI, c'est la dérivée de la position. Il n'y a rien de nouveau. Donc, la résultante cinétique, c'est la somme de MI fois la vitesse. Et puisque la masse est constante, elle ne dépend pas du temps, donc la dérivée par rapport au temps, je la sors de la sommation. Vous voyez bien, quand je vais faire le solide après, cette sommation, ça devient une intégrale. Mais pour le moment, je commence par les sommations pour bien voir les choses. Et donc, la dérivée de toute la somme de MI en MI, alors, la somme de MI au MI, si je regarde la définition que je vous ai donnée ici, la somme de MI au MI, c'est égal à la masse fois OG, G étant le centre d'inertie au centre de gravité. C'est la même chose pour nous. Donc, la somme de MI au MI, c'est M fois OG. Donc, je reviens et je remplace ici. La somme de MI en MI, c'est tout simplement la masse totale de tous les. C'est la somme de MI, en fait. C'est la masse totale de tous les points matériels qui multiplie OG, G étant le centre d'inertie, le centre de gravité. On a dit que c'est la même chose. Pourquoi? Pour les raisons que je vous ai dit ce matin en commençant. Donc, au final, la résultante, c'est égal à ça. Donc, la somme de M et OI, c'est M fois OG. Donc, c'est la dérivée de M fois OG. Alors, la masse en est constante, elle sort de la dérivée. Et il vous reste que la résultante P, c'est chez plusieurs points matériels, c'est ni plus ni moins que la masse fois la dérivée de OG par rapport au temps. La dérivée de OG, c'est la vitesse du centre d'inertie. Donc, la résultante cinétique, qui est la somme des quantités de mouvement, lorsqu'on a un ensemble de points matériels, chacun a une masse NI, c'est ni plus ni moins que la masse fois la vitesse du centre d'inertie. Donc, c'est ce qui est marqué là. Ce que je viens de vous dire, il est marqué là en phrase ici. La résultante cinétique, ou quantité de mouvement total d'un système matériel, un système de points matériels, c'est ça un système matériel, il n'y a pas de peu, pardon, est égal. Il faut que je revienne en arrière, je corrige ce que j'ai fait ici.
Il y a des petites choses comme ça qui. D'accord. La résultante cinétique est égale à la quantité de mouvement qu'aurait son centre d'inertie affecté de toute la masse du système. Donc, en fait, la résultante, c'est la quantité de mouvement du centre d'inertie, c'est-à-dire en fait la vitesse du centre d'inertie, affectée de la masse totale du système matériel. Voilà. Donc, dorénavant, là, vous faites directement ça, vous n'avez pas à faire cette ligne-là. La résultante cinétique, c'est la masse totale fois la vitesse du centre d'inertie. Pourquoi? Pour cette ligne-là qui est simple. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ensemble? On a dit qu'un torseur, c'est une résultante et c'est un moment. Alors ce moment, lorsque la résultante, on l'appelle cinétique, le moment, en général, avant, pour un torseur, il y a une résultante et un moment. Maintenant, on va décliner en fonction des notions physiques. Si c'est la résultante, la somme des. Justement, je l'appelle cinétique. Le moment, je vais appeler ça un moment cinétique. Alors, qu'est-ce que le moment cinétique? On a déjà dit, c'est la somme du moment de chaque point matériel. C'est la définition du premier jour. Ça. Alors, donc, et en plus, un moment, il se calcule toujours par rapport à un point. C'est ce qu'on a dit. Donc, c'est le moment par rapport à un point O. Donc, on note ça sigma O, c'est-à-dire par rapport au point O, et c'est un vecteur. Donc, qui est égal, j'applique la définition, c'est OMI vectoriel MEVI. Ça, c'est PI. C'est la quantité de mouvement de chaque point matériel. Donc, c'est ce qu'on écrit ici. D'accord? Donc, le moment cinétique dépend du point O. On calcule toujours par rapport à un point, on a dit le moment. D'accord? Donc, c'est cette expression. Alors maintenant, est-ce que je vais, j'ai la résultante, j'ai le moment, est-ce que je vais pouvoir établir ce qu'on a appelé la règle du transport, ou la règle Babar, ou peut-être plus tard, c'est la règle Varignon. Est-ce qu'on va appliquer sigma B égale à sigma A plus BA vectoriel, la résultante, comme on a déjà vu, et vous avez vu sur mon TD. Allons-y, on va l'écrire. Par rapport à O', c'est exactement la relation qui est là. O' MI vectoriel MEVI. Là, la difficulté, il n'y en a aucune. Je remplace juste O' MI par O' O plus OMI, c'est-à-dire la relation de Schall qui est ici. Et je développe et je trouve ceci. O' O vectoriel PI plus OMI vectoriel PI. D'accord? Donc, qui est égal, alors, OMI vectoriel PI, à ça, ce terme qui est là, c'est le moment cinétique par rapport à O. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la somme sur I de O' vectoriel PI. O', il ne varie pas lui en fonction de I. Donc, je le sors d'intégrale et il me reste la somme des PI. Et la somme des PI, c'est tout simplement la résultante. Donc, nous avons que sigma par rapport à E' est égal à sigma par rapport à O, plus O' vectoriel P. Donc, c'est la règle de transport. C'est la règle O', vectoriel P. Donc, on a bien ici un torseur cinétique, dont la résultante cinétique, c'est P, et dont le moment cinétique, il s'écrit comme ça, il vérifie la règle de transport. Alors, il y a une question. Non, on ne peut pas dire ça, Théo. Parce que vecteur libre, ce n'est pas lié à un point. Et si on calcule, le moment est toujours lié à un point. D'accord? On est toujours par rapport à un point. Donc ça, c'est un produit vectoriel, c'est la somme d'un produit vectoriel par rapport à un point O. Là, oui, on parle vecteur libre. Parce que vous voyez, ces vecteurs-là, ils ne sont pas liés à un point. Donc un torseur, c'est toujours la somme de vecteurs libres. Voilà, donc en fait, vous voyez bien que là, on a un premier torseur pratique, c'est ce qu'on appelle le torseur cinétique, qui est formé d'un résultat cinétique, qui est tout simplement la somme des quantités de mouvement, c'est ce qu'on vient de faire ensemble ici. Voilà. Et qui est formé d'un moment qui est la somme des moments pour chaque point. C'est ce qu'on a fait de manière générale. Cette fois-ci, juste qu'on a décliné ça pour le vecteur libre, qui est la quantité de mouvement. Donc, vous voyez, cette définition-là qu'on vient de faire pour le torseur cinétique, qui est formé d'une résultante cinétique et d'un moment cinétique, on va le faire pour tout le reste. Et c'est toujours la même chose. Et c'est toujours le même type de calcul.
Donc, une fois qu'on a défini ce torseur, après, on va les appliquer au mouvement. Parce que là, encore, on a défini l'outil mathématique. Là, on l'applique à chaque notion physique. Et après, on va l'exploiter dans le mouvement d'un solide. Voilà la démarche. Donc, voilà un premier type torseur physique, torseur cinétique. On va l'utiliser par la suite, bien sûr. Un autre torseur. Alors, un torseur qu'on va appeler dynamique, cette fois-ci. Alors, bien sûr, un torseur, d'abord, on commence par définir la résultante. Alors, quel est le vecteur libre? Cette fois-ci, le vecteur libre, je vais l'appeler la masse. Alors, toujours, attention, là, je suis dans le système de points matériels. Je ne suis pas encore dans le solide. J'avance progressivement. Donc, j'ai plusieurs points matériels. J'ai un système de points MI affecté de masse MI. Alors, supposons que dans ce cas-là, chaque point MI de masse MI, chaque point matériel, est muni et doté, possède une accélération AI dans un différentiel R. Donc, je définis le vecteur libre, c'est MI-AI, et la somme de tous ces vecteurs-là, je l'appelle la résultante, D. Pourquoi D? Parce qu'en fait, je vais l'appeler résultante dynamique, parce que c'est la masse ou l'accélération. Alors encore, je vais faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais écrire cette résultante dynamique D pour tous les points matériels. C'est la somme de toutes les accélérations fois la masse. Ce vecteur-là, MI-AI. Donc, D, c'est la somme des I des MI-AI. Alors, je vais faire la même opération. Qu'est-ce que c'est qu'AI? L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Et donc, puisque MI ne dépend pas du tout, je la laisse dans la sommation, ou dans l'intégrale. Tout à l'heure, on va faire des intégrales. Comme ça, il s'agit d'un solide. Donc, je me rends compte que la somme de I, de M et V, ça, je connais. En fait, je connais la somme de M et VI, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la résultante cinétique. Donc, en fait, la résultante dynamique, que je définis de cette façon-là, c'est ni plus ni moins que la dérivée de ça. Ça, c'est P, c'est la résultante cinétique. Donc, la résultante dynamique, c'est la dérivée de la résultante cinétique. Alors, la résultante cinétique, qu'on vient de voir ensemble, P, on l'a écrite comme ça, mais on a dit qu'on peut l'écrire aussi sous forme de M fois Vg, fois la vitesse du centre d'inertie au centre de gravité. Donc, la résultante dynamique que j'ai écrite sur cette forme-là, c'est la somme de ce vecteur libre, c'est la dérivée de la résultante cinétique, et la résultante cinétique, c'est ni plus ni moins que la masse totale de mon système point matériel, la somme de MI fois Vg, c'est ce qu'on a montré. Donc, la résultante dynamique, c'est ni plus ni moins que la masse totale, la somme de MI, fois l'accélération du centre d'inertie. Écrire ça comme ça, ou l'écrire comme ça, c'est la même chose. Donc, vous voyez l'intérêt de définir le centre d'inertie. Plutôt que de faire ça, si vous avez l'accélération du centre d'inertie, la résultante dynamique, c'est la masse totale fois l'accélération du centre d'inertie. Donc, c'est ce qui est marqué là. La résultante dynamique est la dérivée par rapport au temps de la résultante cinétique. Si vous avez ça, ça fait forcément c'est là, c'est fait dériver. Et elle est aussi égale à la quantité d'accélération du centre d'inertie, Hg, affectée ou multipliée par toute la masse du système. La somme des MI. Voilà pour la résultante dynamique. Alors, pour qu'il y ait un torseur dynamique, il faut une résultante et un moment. Et ce moment-là, on va l'appeler moment dynamique. Bien. Allons-y, pareil. Je vais le noter cette fois-ci delta. Alors, le moment, c'est toujours par rapport à un point O. Vous voyez, je fais toujours la même définition. C'est la somme sur I de OMI, c'est par rapport à O, de tous les points matériels MI. Donc, OMI vectoriel, cette fois-ci, le vecteur libre qui est MI-AI. Allons-y. Alors, est-ce que ce moment-là va vérifier la relation de transport? C'est ce qu'on examine ici. Même méthode, même calcul. Par rapport à un point O', c'est la somme de O'Mi vectoriel MI-AI. Relation de Chasles, je développe, comme tout à l'heure. O', il est constant, il ne dépend pas de I, donc je le sors d'intégrale et il me reste la somme de MI-AI. Plus la somme de I
OMI vectoriel lumineux. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est tout simplement le moment, par rapport à O. C'est delta O. Après, il me reste ceci. Donc, O', je sors de l'intégrale, vectorielle, la somme de MI à I. La somme de MI à I, c'est tout simplement la résultante D. Donc, on a bien la relation, la règle de transport, la relation de la barre, si vous voulez. Delta moment O', on vient de montrer que si je l'écris comme ça, ça revient à écrire ça. Donc, voilà un deuxième type de torseur dynamique qu'on peut écrire comme ça, D égale à ça, et le moment. Alors ça, on va en avoir besoin pour étudier le moment d'un solide. Pour le moment, c'est des points matériels. Et on aura la même relation, absolument la même, pour un solide. Je vous dis, tout ce que je vais faire, je remplace les sigma par les intégrales. Et toutes ces petites démonstrations-là, c'est la même chose. Donc, je commence par les points matériels parce que c'est simple. Vous voyez bien que c'est des choses simples. Mais après, on va passer au solide. Bien, alors, où est-ce qu'on en est dans ce plan? Je reviens à mon plan. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ça, on en a parlé ce matin. Résultant cinétique, moment cinétique, donc torseur cinétique. Résultant dynamique et moment dynamique, on vient de le faire. Donc, maintenant, on va voir les deux théorèmes de ce monsieur Koenig. Et après, ce chapitre-là, il fait 10 slides, donc il est court. Donc, c'est une application de torseur des forces extérieures. Donc, maintenant, on est dans le point 4. Vous voyez, ces petits calculs vectoriels, c'est uniquement la relation de Charles. Il n'y a rien de difficile. Alors, il y a des choses que je dois enlever. Et alors, énergie cinétique d'un système de points matériels. La définition que vous avez, pour un, on parle bien d'un point matériel cette fois-ci, pas d'un solide. Donc, sur un demi de MV2, et si j'ai un système de points matériels, ben je fais la somme pour tous les points matériels, tout simplement. Voilà ce qui est dit ici. Alors, on a vu aussi, et c'est ce qui est marqué là, mais ça, c'est juste pour vous rappeler les choses, que lorsqu'on néglige les frottements, l'énergie mécanique se conserve et l'énergie mécanique, ce qu'on a vu ensemble l'année dernière, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc voilà, donc pour les points matériels, il n'y a que ça. D'accord. Alors, Koenig, le théorème Koenig, les deux théorèmes qu'on va voir. Alors, d'abord, la période historique, c'est vous voyez ici, c'est le 18e. Alors, ça consiste à faire quoi? C'est ce qu'on va faire ici dans ce module. Alors, effectivement, bien sûr, ce qu'on va faire ici, c'est pas du tout ce qui a été fait à l'époque. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses de fait qui n'étaient pas faites à l'époque. Mais bon, en principe, c'est ce qu'il a exprimé ici. Ça consiste à rapprocher ou à lier, trouver des liaisons entre la cinématique, vitesse-accélération, la géométrie des masses. La géométrie des masses, c'est centre de masse, par exemple. On a plusieurs masses, on définit un centre de masse. Donc, il y a cette notion de centre de masse qu'on vient de voir. Centre de masse, attention, c'est centre d'inertie pour nous, cette année. Donc là, à l'époque, il appelait ça centre de masse. Donc, c'est le lien entre vitesse, accélération, centre de masse, et quelque chose qu'on va apprendre ici, un peu plus tard, ce qu'on appelle le moment d'inertie, qui va prendre aussi en compte cette géométrie des masses, c'est-à-dire la répartition des masses. Donc, centre de masse, vous savez ce que c'est le centre d'inertie. Moment d'inertie, on verra ça plus tard. On va aussi calculer ce genre de choses. C'est le lien entre ces choses-là, c'est vitesse, accélération, centre de masse, moment d'inertie, et la cinétique. Alors, la cinétique, c'est le moment cinétique, l'énergie cinétique. Donc, on va faire le lien entre ces choses-là et la cinétique. La cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique et le moment cinétique. Voilà.
Alors, je vous ai fait un peu, je ne sais pas où j'ai pris ça dans Wikipédia, avec les colonnes, c'est toujours des notes historiques. Alors voilà, en fait, il permet d'exprimer le moment cinétique et l'énergie cinétique, cet théorème, d'un système de points matériels. Donc là, pour le moment, je vais rester toujours dans le point matériel. Après, on va l'appliquer au solide, bien sûr. Sur des formes plus facilement interprétables physiquement. Voilà l'idée de cette approche de ces deux théorèmes. Alors, pour ces deux théorèmes, là, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, oublier quelque chose, maintenant je reviens. Il ne faut pas l'oublier, il faut sortir, c'est ça. Donc, en fait, ce théorème de Koenig, on va les démontrer, on va le faire dans le référentiel particulier, qui est le référentiel barycentrique, ou référentiel de centre de masse. Vous voyez, selon les livres, vous avez différentes nominations. Il est soit, on lui donne le nom de barycentrique ou le nom de centre de masse. Voilà, donc maintenant, allons-y, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Donc, j'ai repris ce qu'on vient de dire, le petit schéma tout à l'heure. Donc, j'ai un ensemble de points matériels. Je suis toujours dans le système de points matériels. Et j'ai un référentiel barycentrique, comme je viens de vous dire, que j'appelle RB. La vitesse GV, indice G, c'est ce que j'appelle la vitesse du centre d'inertie, du centre de masse, du barycentre, par rapport à R. Et la vitesse du point M, dont B, je l'appelle V relatif au repère référentiel R comme relatif du point matériel MI, VRI. Et la vitesse du point I, du point M, la vitesse absolue, égale la vitesse du centre de masse, du centre d'inertie, plus la vitesse du point MI dans le référentiel barycentrique VRI. Voilà, j'ai besoin de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la suite. Donc, les deux théorèmes sont dans ce cadre-là. Bon, il a été dit ici. Les deux théorèmes se démontrent en faisant intervenir un référentiel particulier. Donc, ces deux théorèmes-là, ils s'établissent dans ce cadre-là. C'est-à-dire avec cette relation qui est ici. Donc, je reprends la relation de composition des vitesses. Donc, voilà, je fais un petit calcul. Alors, qu'est-ce que c'est que le moment cinétique? Donc, on a dit, la philosophie de ce théorème, c'est de lier l'accélération, la vitesse, le centre de masse, les lier à quoi? Les lier au moment cinétique et à l'énergie cinétique. Donc, on va commencer par le moment cinétique et on va finir par l'énergie cinétique. Donc, le moment cinétique, qu'est-ce que c'est que le moment cinétique? On l'a déjà vu, c'est par rapport à O, c'est quelque part, c'est ça. Donc, je le reprends. Moment cinétique par rapport à un point O, dans mon système de points matériels, c'est tout simplement la somme sur I de OMI vectoriel MEVI. D'accord? Donc, en fait, j'écris la définition du moment cinétique et je remplace mon VI par vitesse G plus vitesse V de RI. D'accord? Donc, cette relation-là, je vais la réécrire ici, mais je la réécris en faisant la relation de Shine. Donc, en fait, OMI, c'est OG plus GMI. Vectoriel, MI, VG plus VRI. Alors, ça, si je développe, j'ai 4 termes ici. J'ai ça vectoriel celui-là, plus ça vectoriel celui-là, plus 4 termes. Et en fait, ces 4 termes, 1, 2, 3 et 4, il y a 2 qui sont nuls. Alors, ces 2 qui sont nuls, j'ai, avec la caméra ici, je crois que je dois avoir, j'écris ça sur un morceau de papier. C'est mieux que d'écrire ça avec la souris. Et ça comme ça. Je me suis rendu compte que j'ai fait ça ce matin. Bien.
Donc, ce que c'est une équation de Chasles vectorielle. Donc, ça fait, si je développe ça, ce que je vais vous dire, ce produit vectoriel, il me fait 4 termes. OG vectoriel MIVG, OG vectoriel MIVRI, la vitesse relative, T vectoriel MIVG, la vitesse du centre d'inertie au centre de masse, plus GMI vectoriel MIVRI. Donc, en fait, il y a 4 termes. Alors, dans ces 4 termes-là, quand je développe ça, c'est facile. Ah bah, je vais vous montrer que ces deux-là, ils sont nuls. Donc, il ne me resterait que ça. D'accord. Donc, c'est le calcul vectoriel simple. Alors, je prends le premier, celui-là. OG, regarde. MIVRI. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitesse relative du point MI? C'est la dérivée dans le référentiel barycentrique de GMI. Le référentiel barycentrique, le centre, son origine, c'est G, GMI de l'unité. Donc, c'est égal à OG vectoriel MI, dérivé de GMI noté dans RB, qui est égal. Alors, OG lui-même, il ne dépend pas de I. Donc, je le sors de la sommation. OG, il est là. Vectoriel. La dérivée dans le repère RB, je la mets ici cette fois-ci, par rapport au temps de la somme sur I de MI, GMI. D'accord? Donc, la dérivée, je dérive toute la somme cette fois-ci. Et je mets MI à l'intérieur. Pourquoi? Parce que MI, c'est la masse et c'est constant. Alors, la somme de I de MI, GMI, G étant le centre d'inertie, ça c'est nul. Donc, OG vectoriel, ça c'est la définition même du centre d'inertie. La somme de I de M et G égale 0, c'est-à-dire que G centre d'inertie, c'est ce qui est le cas. Donc, en fait, OG vectoriel, un vecteur nul, on va dériver d'un vecteur nul, c'est tout simplement égal à 0. Donc, le premier terme qui est là, je viens de vous montrer égal à 0. Je regarde le deuxième terme, celui-là. Donc, OG vectoriel MI, non, pardon, ça, ce qu'on vient de montrer, il est nul celui-là. Donc, maintenant, je regarde celui-là. Donc, la somme sur I de GMI, MI vectoriel VG, en fait, c'est ce terme qui est. Oui, c'est les 4 termes, donc j'ai pris celui-là et celui-là maintenant. C'est-à-dire, en fait, qui vient de ça, vectoriel, ça. Donc, V, la vitesse du G, et la somme, il ne porte pas sur la vitesse du centre d'inertie. Donc, je peux la mettre en facteur de tout la somme. Donc, en fait, ça fait somme de I de M et GMI. Oui. Est-ce que c'est bon maintenant? Parfois, ça coupe, effectivement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça coupe. Donc, je disais, alors, sans la voix, vous avez compris que si je prends ce terme-là, ben, je l'écris, j'écris ce que c'est que la vitesse, c'est la dérivée. La masse étant constante, c'est la dérivée de la masse fois le vecteur. Et donc, la somme de la masse fois le vecteur, ça, c'est égal à 0 parce que G est centre. Donc, voilà comment je montre que ce terme-là est égal à 0. Ce terme qui est ici, ben, je fais la même chose, je regroupe, j'écris ça, et inertie VG, je la mets en facteur, et moi, ça somme de I, de MI, GMI. Et là aussi, G est centre d'inertie. Donc, je montre que lorsque je développe ce protectorial, normalement, il y a 4 termes, mais 2 sont nuls. Pourquoi? Bon, parce que vient du fait que la somme de MI, GMI égale à 0. Donc, ce petit calcul de rien qui est facile, à une limite, il s'affiche là.
Et donc, je reviens au document de plantage. Alors, théorème de Koenig, le premier théorème. Donc, ça concerne le moment cinétique. Donc, on a calculé le moment cinétique et on trouve que le moment cinétique par rapport à O, c'est ce qui nous reste, c'est juste ces deux termes-là. Les deux autres sont nuls, on a dit. Donc, OG, lui, bah, je peux le sortir de la sommation. Donc, ça fait OG vectoriel, la somme de MI fois VG, la somme de MI, bah, c'est la masse totale, plus ce qui est là, la somme de I de GMI, ME, VRI. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça, c'est tout simplement OG vectoriel, la masse totale, M fois VG. Plus, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça, c'est simplement c'est le moment par rapport à G des quantités de mouvement relatives dans le référentiel barycentrique, parce que la vitesse, elle est relative. Donc, je la note, moment cinétique par rapport à G, parce que le moment cinétique est toujours par rapport à un point, par rapport à G, mais dans le repère barycentrique R, relatif. C'est ce que je note ici, sigma de RG est égal à sigma de, je le réécris ici. Donc le moment cinétique par rapport à un point d'un système, par rapport à un point O, est égal à la somme du moment cinétique du moment cinétique du centre d'inertie. Alors le moment cinétique du centre d'inertie, c'est en fait c'est OG vectoriel M fois VG. D'accord. Donc ça, c'est le moment cinétique de G. Donc si j'ai tout, c'est comme si j'ai qu'un point. Donc c'est le moment cinétique d'un point matériel. En fait, c'est le point matériel, c'est G, mais muni de toute la masse des points matériels. Donc le premier théorème, c'est ça. Le premier théorème, c'est de dire que le moment cinétique par rapport à un point O, c'est le moment cinétique du centre d'inertie, muni ou affecté de toute la masse totale, plus le moment cinétique par rapport à G, mais dans le référentiel barycentrique. Voilà le premier théorème de Koenig concernant le moment cinétique. Vous voyez bien que là, je relis ce qu'il a dit, M. Koenig, la géométrie des masses, ça veut dire l'aspect centre d'inertie. La vitesse, je la relie à quoi? Au moment cinétique. Donc, le théorème de Koenig, le premier, c'est celui-là, qui consiste à dire que le moment cinétique par rapport à un point, c'est égal d'abord au moment cinétique du centre d'inertie, plus le moment cinétique dans le référentiel barycentrique, mais par rapport au centre d'inertie. Alors, dit comme ça semble calculatoire, mathématique, mais on va l'appliquer dans des cas physiques, dans des systèmes physiques, parce qu'on va vous demander de calculer le moment cinétique. Vous appliquez ceci. Alors ça, c'est pour un ensemble de points matériels encore, que je vais généraliser plus tard à un solide. Donc ça, c'est le premier théorème de Koenig. Donc, tel qu'il est énoncé là, vous n'avez pas à faire ça dorénavant. Si on vous demande de faire ce calcul, bah, vous prenez directement ça, ce qui est résumé ici par quelques phrases. D'où ça vient? Bah, c'est 3 lignes qu'on vient de faire, et c'est ce que je viens de projeter là. Voilà le premier théorème. Le deuxième théorème maintenant. Le deuxième théorème, c'est la même chose. Alors, je suis toujours dans un référentiel barycentrique. L'énergie cinétique de chaque point matériel, c'est 1,5 de MI VI au carré. Et l'énergie cinétique totale, c'est la somme, tout simplement. Et j'utilise la relation de la référentielle barycentrique, VI, ce que je viens de faire, VG, V de R par rapport à la vitesse relative. Donc, je remplace VI par ça, je fais le carré, je développe. D'accord. Développement d'un carré, somme de vecteurs, vous retrouvez ça. C'est égal à la somme de 1,5 de MI VG au carré, plus 1,5 de MI VR au carré, plus 2 fois AB, donc le 1,5 il n'est plus là, donc il me reste MI VG scalaire VR. Alors, ce terme-là, bon, V, la vitesse du centre d'inertie, bah, il ne dépend pas
des I, et la sommation ne porte pas sur VG, donc en fait, il me reste 1 demi de la somme de MI fois VG au carré, c'est ce que j'écris là, plus la même chose ici, là ça dépend, donc je le garde, 1 demi de MI, la vitesse du point I relative dans le repère barycentrique, dans le référentiel barycentrique, donc je le garde. Et il me reste ce terme-là qui est la somme de MI VG scalaire VRI. Alors VG, lui, la sommation ne porte pas sur la vitesse du centre d'inertie, donc je la mets hors de la sommation. Et il me reste VG scalaire, la somme de MI, MI VRI. Alors la somme sur I de MI VRI, ça on vient juste de le montrer avant, c'est égal à 0. Parce que qu'est-ce que c'est que VRI? C'est la dérivée de GMI. Et si je fais MI GMI, je trouve que c'est égal à 0. C'est exactement ce qu'on vient de montrer là. Ici, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a montré juste maintenant avec ce que je viens de montrer que ça, c'est la somme sur I de ça égale à 0. Donc la somme, ça, c'est nul. Ce que j'ai marqué ici. Je viens de vous le montrer. Pourquoi? Et donc l'énergie cinétique d'un système de points matériels, c'est égal à l'énergie cinétique du centre d'inertie affectée ou munie de toute la masse du système matériel, la somme de toutes les petites masses, donc la masse totale, et on rajoute à cette énergie-là, l'énergie du centre d'inertie, l'énergie cinétique du système, du point matériel, mais cette fois-ci calculée avec les vitesses relatives dans le référentiel barycentrique. Donc voilà l'expression de l'énergie cinétique reliée à la géométrie des masses et aux vitesses relatives dans le référentiel barycentrique. Alors voilà ces deux théorèmes-là qu'on voit dorénavant. Ce que je vais faire, moi, dans la suite, je prends ça. Je vais vous montrer comment on y arrive. Et je prends ça pour la suite. D'accord. La démonstration, elle n'est pas compliquée. Elle est là dans vos yeux. La justification, elle est là. Voilà. Donc, pour ce chapitre-là, je reviens au plan. Donc, le chapitre 2, il est fini. Donc, on a les deux théorèmes. Ça veut dire, en fait, l'expression du moment cinétique, l'expression de l'énergie cinétique, en utilisant le centre d'inertie et le référentiel barycentrique. D'accord. On aura besoin de ça quelque part ici. Vous voyez, donc on nous démontre là, on en aura besoin plus tard ici. Vous voyez, l'énergie cinétique, cette fois-ci, je dans le cas du solide et moment cinétique. Donc je l'ai établi dans le cas simple et après on va établir dans le cas d'un solide. Alors le chapitre qui n'est pas long, je pense qu'on va pouvoir finir aujourd'hui parce qu'il est rapide, c'est un chapitre sur la statique, c'est-à-dire les systèmes, les objets en équilibre, les solides en équilibre. Donc chapitre 3, on va commencer, et c'est le TD numéro TD5. TD5 va porter sur ça. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire, donc chapitre 3, statique. Alors, statique, ça va concerner l'équilibre, comment maintenir un corps en équilibre, quelle est la relation qu'il va falloir vérifier pour que des solides, alors nous, ici dans ce module, on va considérer le solide indéformable, quelle est la condition pour que ces solides soient en équilibre. Bien, alors le moment d'une force, vous voyez, c'est des choses qui reviennent maintenant. Alors là, ça y est, maintenant on va commencer à parler de torseurs et les applications dans le cas pratique. Et donc on va parler de torseurs des forces extérieures. Donc on est dans le cas de la statique. Le moment d'une force, ça on a déjà vu. Si maintenant je prends une force, c'est-à-dire, voilà, je prends un vecteur libre quelconque, maintenant ce vecteur libre étant une force.
Alors, le moment, c'est toujours par rapport à un point O d'un vecteur libre et la force F, c'est égal à OA vectoriel F. Alors, la force F, c'est AB, je prends. D'accord. Donc, le support de la force, la droite qui est parallèle à la force, bah, c'est la droite qui est là. D'accord. Donc, la force F, je prends A et B, c'est AB égale F. Au moment, alors, le point O, il est quelconque. Le moment de la force par rapport à un point, c'est OA vectoriel F. C'est la définition d'un moment. Alors, je vous ai déjà dit, je répète encore, que le vectoriel, le moment où il est perpendiculaire, si je veux le représenter, ben, il est là, il est perpendiculaire à OA et à F. D'accord, c'est perpendiculaire aux deux. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? La norme, c'est la norme, c'est OA fois F fois sinus phi, et je vous ai montré que OA sinus phi, c'est tout simplement cette distance petit h, c'est OP. Je vous ai encore dit, et je le redis encore, que si je prends OA, ce vecteur-là, vectoriel F, cette norme-là, c'est nu plus nu moins que la surface du parallélogramme qui est là. C'est la surface du parallélogramme OABC. Donc, un produit vectoriel est une surface, et un produit scalaire est une projection. C'est ce qui est écrit ici. Bien, alors torsion d'action au torseur statique, au torseur des forces extérieures. Alors, c'est quoi ce torseur? Tout simplement, j'ai une force, j'en ai qu'une, je vais travailler avec une seule. Si j'en ai plusieurs, la résultante, F, c'est la somme des forces, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est que le tenseur des forces? C'est la résultante des forces extérieures appliquées. On va l'appeler R, c'est la somme de F. Donc, R, c'est la somme des forces appliquées. Et le moment de la somme des forces extérieures, que j'appelle FER, peu importe, c'est la somme du moment de chaque force. La somme de OAI vectoriel FI. Donc, c'est ça le torseur des efforts extérieurs exercés sur un système matériel S. D'accord. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, ça peut être un solide, et j'exerce plusieurs forces. Et donc, je peux définir un torseur des forces extérieures exercées sur le système matériel S. Comme ceci, comme je viens de vous montrer. Alors, voilà la condition d'équilibre. Quelle est la condition pour qu'un corps soit en équilibre? Il faut absolument que le torseur des forces extérieures soit nul. Ça veut dire il y a deux conditions à respecter. C'est le TD numéro 5 que vous allez faire. Que la résultante des forces soit égale à 0 et que la somme du moment de chaque force est égale à 0. Donc, le moment total de la force extérieure totale est égal à 0. D'accord. Donc, c'est ça qui est TD numéro 5. Vous allez tout simplement appliquer ça. Alors, cette relation-là, ça veut dire que R égale 0, ça veut dire que chaque composante est nulle. D'accord. C'est ce que vous allez faire en TD. Et la même chose pour les moments. Donc, condition d'équilibre, pour qu'un solide soit en équilibre, donc là, je parle d'un solide, comme ce que je viens de vous dessiner ici, pour qu'il soit en équilibre, et il suffit que la résultante générale du système et le moment cinétique total par rapport à un centre de réduction quelconque soit nul. Donc, si vous avez ça, c'est vous avez. Moment égal à 0, TD numéro 5, vous allez faire ça, vous allez faire des calculs comme ça. Bon, deux forces, vous avez la règle, ce que vous appelez la loi des sinus, c'est-à-dire si j'ai un triangle, F1, j'ai quelque chose comme ça vous l'avez fait en maths, je vous le rappelle ici, c'est le TD. C'est la relation étudiée en TD, un triangle. Vous avez F1 sur sinus l'angle qui est là, égal à F2 sur sinus qui est égal à sinus phi 1, qui est égal à R sur sinus l'angle qui est là, qui est tout simplement pi moins phi 1 plus phi 2, c'est ce que j'appelle phi. Sinus pi moins phi, c'est égal à sinus phi. Donc, c'est cette petite relation-là que vous allez utiliser en TD. Alors, après, il y a plusieurs façons de montrer que la résultante construction géométrique, un peu de géométrie, des forces concurrentes qui sont concurrentes en un point O. J'ai des forces F1, F2. Comment je fais la somme? Deux méthodes. Soit je fais la somme de F1, F2, donc c'est R1, que je rajoute à F3, donc je fais un parallélogramme, c'est comme la méthode du parallélogramme. Donc R1 plus F3, ça me donne R2. R2, je le rajoute à F4, ça me donne R3. Donc chaque fois, je constitue des parallélogrammes et je forme la résultante. Et R, c'est la résultante, si je continue jusqu'à Fn, c'est la résultante totale. Ça, c'est une première méthode. La méthode pour les grandes forces, ça veut dire en fait le point concurrent, c'est O, c'est A, et je rajoute
partir de là, je dessine F1, je ramène F2, je la rajoute ici, F3, et ainsi de suite. Méthode du polygone. Il y a deux méthodes possibles. Et la résultante, c'est à partir du point A, c'est là où vous allez finir ici. C'est la même chose. Le résultat est le même. Vous voyez, que je fasse ça ou que je fasse ça, ce que je viens de faire là, la résultante que vous allez trouver la même. Alors, la condition qui est là, soit c'est analytique, c'est ce que vous allez faire ici, des choses comme ça, soit c'est géométrique, c'est ce que vous allez faire là. Et condition d'équilibre géométrique, pour que le système de forces concurrentes soit en équilibre, il suffit que le polygone de force soit fermé. Donc, en fait, la résultante soit égale à 0, il faut qu'elle soit fermée ici. Voilà, vous voyez, donc c'était court sur la statique. Ce qu'il faut retenir, TD numéro 5, c'est surtout ça, que vous allez appliquer en utilisant cette petite relation. C'est un TD facile sur l'équilibre. Sur l'équilibre. Alors, on est à 11h11, on a encore un peu de temps, je pense qu'on va continuer un peu. Donc, vous voyez, il y a des chapitres qui sont courts, et il y a un TD qui va avec ça. Bien. Donc ça, voilà, 1, 2, 3, donc c'est fini, TD numéro 5 là-dessus. Et maintenant, chapitre 4, cinématique du solide. Composition du vitesse, cinématique du solide parfait. Là, on va définir ce qu'on appelle le tenseur cinématique. Et la notion d'axe instantané de rotation. D'accord. Bien. Alors, un solide indéformable. Alors, je vous laisse lire, ça c'est juste pour les aspects historiques. Donc, ce que disait Descartes en 1644. Là, j'ai une erreur. C'est plutôt, j'ai inversé le 5 et le... Voilà. Donc, je vous laisse lire ces phrases-là tirées du livre de Descartes de 1644. Et parmi les lois qu'on va peut-être utiliser, ça concerne les chocs entre deux masses. Donc, bon. La mécanique était une discipline très appréciée et importante au XVIIe siècle. Et ça l'est toujours. Un soldat déformable, c'est rigide. Voilà ce que c'est qu'un soldat déformable. Voilà ce que c'est qu'un repère fixe. Voilà ce que c'est qu'un repère qui n'est pas fixe, qui est lié au solide. Cette fois-ci, je vais définir des repères liés à un solide. En fait, je prends un point qui est lié au solide et les axes qui sont liés au solide indéformable. Voilà ce qu'on va faire par la suite. Composition des vitesses. Alors, je fais appel à ce qu'on a fait l'année dernière, la formule de Bourg. Donc, voir cours de l'année dernière. Essayez de tenir encore 5 minutes. Je vous rappelle que ça, et après, peut-être 2 slides, pas plus. Hein. Comme ça, je vous laisse après. Donc, je vois que ça commence, il y a 63 connectés. Bien. Alors, la formule de Bourg qu'on avait l'année dernière, c'est que j'ai un repère fixe, R, et j'ai un repère R' qui est de centre O' quelconque, qui peut être en mouvement, en rotation, peu importe, par rapport à R fixe. Alors, le repère R' pour nous, ça va être quelque chose un peu comme ça. L'avion, il peut tourner, il peut... Donc, c'est quelque chose, dorénavant, c'est un repère qui est lié au solide indéformable. Donc, alors, la formule de Bourg, c'est que si j'ai un vecteur U, quelconque, la dérivée de ce vecteur par rapport au tampon R, dans ce repère-là, qui est égale à la dérivée de U dans R', plus vecteur rotation du repère R', vectoriel U. Voilà ce qu'on a dit l'année dernière. Donc, cette relation-là, c'est celle-là que je vais utiliser par la suite. Alors, gamma de R' par Y, c'est ce qu'on a appelé le vecteur vitesse de rotation du repère R' par rapport à R. Alors, nous, le repère R', il va être complètement associé au solide qu'on va étudier.
Donc, pour nous, ça va être dans quelques instants. C'est le vecteur rotation des solides par rapport à R. Parce que c'est le rouge qui est collé et fixé sur le solide. Ça, le vecteur rotation de R' de solide, ça va être la même chose. D'accord? Voilà. Alors, remarque, si U est fixe dans R', bah, sa dérivée est nulle. D'accord? Et dans ce cas-là, la dérivée dans R, c'est une plus, une moins. Cette partie-là. Si maintenant il n'y a pas de vecteur de rotation, ben, il ne reste que ça. Bref, il y a deux cas particuliers possibles. Alors, je ne sais plus ce que j'ai marqué ici. Oui, c'est juste une notation. Peu importe. Donc, la notation, ce qu'on met là, on a déjà parlé de ça l'année dernière, c'est la dérivée dans R, ça veut dire que je dérive en considérant que R est fixe, et ici, je dérive en considérant que R est fixe. Alors, la notation, c'est celle que j'utilise, moi, c'est celle-là, mais il y a des notations que vous pouvez trouver dans le livre, qui, parfois, le R, il est mis là, le repère. Il est mis comme ça. Mais c'est la même chose. Bien, qu'est-ce que c'est qu'un solide indéformable? Un solide indéformable, d'abord, la masse est constante, indépendante du temps, et dont les dimensions sont invariantes, quelles que soient les actions extérieures. Et en fait, peu importe les forces qui vont s'exercer, j'aurai toujours la même dimension. Maintenant, si je vais traduire ça de manière mathématique, si j'ai deux points A, B du solide, ça c'est mon solide. Ça veut dire que cette distance-là est toujours constante. Ça veut dire que la norme du vecteur AB est toujours constante. Alors maintenant, si je prends ce vecteur-là de deux points du solide AB et j'applique la loi de Bohr, j'ai un repère R, j'ai un point R', j'ai la dérivée de AB dans R est égale à la dérivée de AB c'est U dans R', plus le vecteur rotation. Alors cette fois-ci, le repère R', je vous ai dit, il est associé, lié au solide. Donc, la vitesse de rotation de R', c'est exactement la même chose que celle du solide par rapport à R, vectoriel AB, la loi de Bohr. C'est ce qui est marqué là. Vous avez oméga R' par rapport à R, c'est égal à oméga de S par rapport à R. Pourquoi? Parce que le repère R' est associé au solide S. Et le solide est en mouvement par rapport au repère R. D'accord? Alors, dans ça, c'est collé au solide. AB, on a dit qu'il est collé au solide aussi, c'est deux points de solide. Donc, si je suis dans ce solide-là, les deux points AB, pour moi, je vais les voir fixes, parce que le repère va tourner avec le solide. Donc, la dérivée de ces deux points du solide AB dans R', tous les deux sont fixes dans ce repère-là, donc c'est nul. D'accord? La dérivée de AB dans R' est égale à 0, car AB est un vecteur constant de l'ampère R' associé au solide. C'est ce que je viens de vous dire. Donc la dérivée de AB dans R est égale à la dérivée de AB dans R' plus oméga vectoriel AB. Et dans la mesure où j'ai un solide indéformable, dans la mesure où j'ai un repère R' associé, collé, lié au solide, cette dérivée-là, elle est nulle. Donc la dérivée de AB par rapport à R est égale tout simplement à oméga vectoriel AB. Oméga, c'est vectoriel, c'est le vecteur rotation de R' par rapport à R, et c'est la même chose que du solide par rapport à R, parce que le rouge, il est collé, associé au solide. Voilà pour aujourd'hui, je vois que commence à se déconnecter déjà, donc à lundi, 8h15, et là, cette fois-ci, je vais faire mon 1h30. Là, je vais faire un peu moins aujourd'hui. Donc,